Bonjour et bienvenue à l'Académie de la Transparence. Durant cette capsule, nous aborderons la gouvernance de la RSE. L'objectif étant de montrer comment les instances de gouvernance, conseil d'administration ou de surveillance, directoire, comité exécutif ou comité de direction, sont directement impliquées dans la stratégie ESG de l'entreprise. Dans la réglementation, c'est la norme ESRS 2 qui établit la liste des informations à publier. Celles-ci étant transverses, elles sont donc présentées en introduction de votre rapport de durabilité. L'enjeu étant de permettre au lecteur de comprendre quelle est la dimension stratégique de votre démarche RSE. Alors, comment faire pour valoriser votre organisation auprès de vos parties prenantes tout en répondant à la réglementation? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite à travers les 5 exigences de publication de la norme complétées par nos recommandations pour offrir à vos lecteurs une information qui soit à la fois claire et précise. Pourquoi faut-il décrire la gouvernance des enjeux ESG? Eh bien, décrire avec précision le rôle des organes de direction et d'administration dans le pilotage de la démarche RSE, cela permet de démontrer que celle-ci fait partie du projet stratégique, qu'elle est pilotée, contrôlée et surveillée au plus haut niveau de décision et qu'elle est diffusée dans l'ensemble des activités et des métiers. Les investisseurs et les parties prenantes doivent être convaincus de la bonne supervision des enjeux ESG par des personnes averties. La CSRD ne se limite pas à une obligation de reporting. Elle oblige à repenser le modèle d'affaires et la stratégie en tenant compte des enjeux de transition sociétale et environnementale. Il est donc logique que cette réflexion se tienne au plus haut niveau des instances dirigeantes de l'entreprise. Un dispositif complet doit lui permettre de contrôler, gérer et surveiller son application concrète par les métiers de l'entreprise. En pratique, cela se démontre à travers la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance, les circuits d'information et de prise de décision, la prise en compte des critères RSE dans la rémunération variable, la synthèse de la procédure de diligence raisonnable et la gestion des risques et contrôles internes de la RSE. Expliquons d'abord clairement le fonctionnement des organes de gouvernance supervisant la stratégie ESG pour répondre à la norme Gov 1. Les lecteurs s'attendent à avoir de la précision et accès à de nombreuses informations facilement comparables. Le nombre de membres exécutifs et non exécutifs, la représentation des salariés au conseil, les compétences et expériences spécifiques des administrateurs sur le secteur, les produits et la situation géographique de l'entreprise, mais aussi le pourcentage par genre et autres aspects de la diversité, par exemple la diversité des nationalités, d'âge ou d'univers professionnel. Et enfin, le pourcentage d'administrateurs indépendants. Cette information existe sans doute déjà dans votre chapitre « Gouvernance », si vous publiez un document d'enregistrement universel ou un rapport financier annuel. Il s'agit donc ici de bien identifier les liens entre ces informations et les enjeux ESG. Pour cela, voici quelques astuces. Notre première recommandation: mettre en avant les compétences du conseil d'administration en matière de durabilité, surtout sur les enjeux les plus matériels, ou, le cas échéant, les programmes de formation prévus ou le recours à des experts. Pour mieux valoriser les deux types d'informations, faire d'abord un zoom sur le tableau des compétences reliées aux enjeux matériels, puis un zoom sur le tableau des formations. En ce qui concerne les rôles et les responsabilités, il faut décrire les personnes ou les organes en charge de la surveillance des impacts, risques et opportunités ESG. On citera par exemple au niveau du conseil d'administration le comité RSE et le comité d'audit. Au niveau de la direction générale, on citera la place de la RSE dans l'organigramme. Deuxième recommandation,
Si vous avez un comité des parties prenantes ou faites appel à des experts, valorisez-les en veillant à bien les distinguer des organes internes de la gouvernance. Cela démontre que votre conseil s'entoure des expertises nécessaires pour bien jouer son rôle. Troisième recommandation, vous mettrez en avant les travaux réalisés dans l'année en relation avec la RSE, que ce soit par l'ensemble du conseil, le comité RSE ou le comité d'audit. Présentez ces travaux sous une forme concise, sous la forme d'un tableau par exemple. Celui qui s'affiche à l'écran est une bonne pratique. Voici pour Gov1. Passons maintenant à la description des circuits d'information, de consultation et de prise de décision sur les enjeux ESG qui correspondent à la norme Gov2. Notre recommandation est ici d'utiliser un schéma pour représenter les circuits de l'information, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Ce schéma doit permettre de comprendre facilement les interactions entre les différentes instances et leur périodicité. L'idée sous-jacente est de démontrer à votre lecteur que la stratégie RSE est pilotée en haut lieu et que les circuits d'information et de contrôle sont rigoureux, exactement comme si vous traitiez de l'information financière. La démonstration continue en montrant l'alignement de la rémunération variable avec la stratégie de durabilité selon la norme Gov3. L'objectif est ici de comprendre comment sont pris en compte les critères de durabilité dans les rémunérations variables des dirigeants. Pour cela, plusieurs points sont à préciser. Est-ce qu'il y a des critères ESG dans les politiques de rémunération variable? Si oui, en quelle proportion? Est-ce que l'attribution de la rémunération variable est évaluée par rapport à des cibles ou des impacts spécifiques? Et si oui, lesquels? Ces cibles sont-elles en ligne avec les objectifs présentés dans la stratégie et le rapport de durabilité? Qui valide la politique de rémunération? Et en particulier, est-ce que le comité RSE est consulté par le comité des rémunérations pour la fixation des objectifs? Notre recommandation ici est d'utiliser des schémas synthétiques en plus du narratif. En un coup d'œil, les investisseurs doivent pouvoir comprendre si les objectifs sont atteints ou non et la conséquence pour la rémunération variable. Le narratif est également très important. Il doit permettre de comprendre de manière précise la nature des critères choisis. Tout ceci est finalement assez classique. Venons-en à une information moins courante, la procédure de diligence raisonnable. Cette information intéresse vos investisseurs. En effet, elle leur permet de répondre à un des points de leur propre réglementation SFDR. Selon la norme Gov4, vous devez synthétiser dans une table de concordance les informations éparpillées dans votre rapport qui concernent la procédure de diligence raisonnable. Il s'agit donc ici de donner une vue globale de l'application du principe de diligence raisonnable, c'est-à-dire indiquer que l'entreprise a identifié les impacts négatifs réels et potentiels qu'elle peut avoir sur la société et sur l'environnement et démontrer qu'elle a mis en œuvre de façon proportionnelle des actions pour les prévenir, les atténuer, voire les réparer. Notre recommandation est donc d'utiliser le tableau de synthèse présenté en annexe AR11 des ESRS 2. Cinquième et dernier point, la norme Gov5 et la gestion des risques et contrôles internes de l'information en matière de durabilité. Il s'agit ici de comprendre comment l'entreprise évalue ses risques ESG, comment elle les gère et comment elle adopte des dispositifs adéquats pour contrôler l'information en matière de durabilité. Normalement, l'évaluation, la gestion et le contrôle des risques sont inclus dans le système global de gestion des risques, qui est détaillé dans le chapitre risques de votre document d'enregistrement universel ou RFA. Notre dernière recommandation sera donc d'identifier les risques ESG dans le chapitre risques et d'identifier les enjeux ESG qui sont des risques dans l'analyse de matérialité.
Cela évitera les répétitions et cela prouvera à votre lecteur, et c'est ça qui est important, que les risques ESG sont bien intégrés dans votre dispositif global de gestion des risques. Et voilà. Nous en avons fini avec ce tour d'horizon sur les exigences de la réglementation en matière de gouvernance ESG. La conclusion est que la description des dispositifs de gouvernance permet d'enrichir la réflexion stratégique. Il est en effet peu probable que la capacité de l'entreprise à répondre aux transitions sociétales et écologiques soit solide si les instances dirigeantes ne sont pas en mesure de les intégrer aux décisions stratégiques et si l'information ne circule pas de manière ascendante et descendante sur ces sujets d'adaptation continuelle. Nous espérons que nos recommandations vous permettront de proposer à vos lecteurs non seulement l'information attendue, mais aussi une information facilement accessible et claire grâce aux infographies et aux tableaux proposés. D'autres recommandations sont à retrouver dans les modules consacrés à la CSRD, notamment le module traitant de la double matérialité et celui qui aborde le plan climatique. N'hésitez pas à les visionner et à très vite.